Mesdames et messieurs, bienvenue à bord. Mesdames et messieurs, bonsoir. Il y a des domaines dont les contenus n'est pas à la portée de tout le monde. C'est le cas de l'aviation civile. C'est un domaine à peine connu au niveau de la population congolaise, mais il y a plusieurs divergences. Dans cette émission aujourd'hui, nous aurons à recevoir un baobab d'aviation civile en République démocratique du Congo. Qui est-il? Avant de les recevoir, nous allons d'abord suivre quelques reportages des transports réalisés pendant la semaine, les reportages qui ont fait la une de la semaine. Nous allons commencer avec les reportages du ministre des Transports, voie des communications et des désenclavements qui a été à Istanbul pour la négociation de quelques unités fluviaux. Nous allons encore suivre les reportages de la déclaration du ministre des hydrocarbures par rapport à la pénurie qui a essayé d'instabiliser la semaine. Et nous allons clôturer avec le déploiement des bus Transco dans la ville-province de Kinshasa, au moins 100 bus que Transco a mis à la disposition de la population. On se retrouve. Mesdames et messieurs, bienvenue à bord. Mesdames et messieurs, bienvenue à bord. Mesdames et messieurs, bienvenue à bord. Arrivé à Istanbul, en Turquie, le ministre des Transports, voie des communications et des désenclavements a eu une séance de travail avec Ahmed Chalik, le directeur général du groupe Chanik Holding. Ahmed, entouré de ses conseillers, et Chéribin Okende, des experts de son ministère et du directeur général de Transco, Tifti Pamba. Les deux parties ont rappelé les engagements des uns aux autres et c'est là dans un cadre de collaboration qui sera mis sur pied. Ahmed Chalik a remercié le ministre des Transports congolais qui était au centre de la mobilisation pour mettre en place la coordination qui compte le parti turc, les experts de la présidence de la République, de la primature, des ex-ONATRA, de la Régie des voies aériennes, fluviales et des Transco. La même journée, le ministre des Transports, voies des communications et des désenclavements a participé à une réunion de la coordination du comité de pilotage et suivi des accords turco-congolais par visioconférence entre ceux se trouvant à Kinshasa et à Istanbul. Une réunion qui a permis la mise en commun des dossiers relevant des mémorandums d'attente signés notamment pour les tronçons ferroviaires et fluviales ainsi que tous ces influx. Paris retombé, il a été décidé de commencer par l'exploitation du fleuve Congo sur 58 km quittant de chantier naval à Maluku, incluant la rivière Ndjili. Une commande de 20 unités fluviales qui vont être utilisées sur le fleuve Congo par la société Transco. Avec chacun une capacité de 130 places et 6 taxis fluviaux de 25 places sont déjà en route. Le ministre des Transports, voies des communications et des désenclavements a testé un taxi fluvial de la marine de la municipalité d'Istanbul dont la directrice générale a fait. La Société nationale des transports au Congo a renforcé sa présence sur les principales voies de circulation, désormais 260 bus dans la capitale. L'annonce a été faite mercredi par Didier Boudimbu, ministre des hydrocarbures. Parlant au nom du gouvernement et confirmé par Tifti Pamba, le directeur général de la société. Plusieurs réunions d'urgence a eu lieu le jeudi 8 septembre dernier pour gérer cette crise des transports. Elle implique les dirigeants des Transco, les autorités provinciales et nationales. Manque d'informations, spéculation que produits alliés. Bisonde to décider to quitter ça fréquence ya ko servir. Na fréquence wana o babengaka patriotisme faut ça na kati na biso. O tozomona bamboka libanda. Na makambo etangi carburant parce que carburant eza moteur à économie ya moto. Carburant soit que ezate biloko ko lié ko se déplacer te poko na Kinshasa. Carburant soit que ezate moto okende musala te. D'où patriotisme sengi que na oyo tozo mettre en place
que chacun d'entre biso oyo azaka na habitude à 50 litres a commis coach à 20 litres to 25 litres pour eko kokokaye asa ba déplacement ne pe atike la baninga oyo bazana sima ba ko pe coacha nde to rationaliser ngo bongo na yango to senga ki na mikondi ya ba société commerciale Total Engine Kobil nde nazo belela bango lisusu to lobaki pona ba Jeep nyonso ba koacha tina 30 litres pona mituka nyonso mikie oyo tobenge ba ketch na mituka misusu ba kosuka na 20 litres ezo permettre to rationaliser pour mutu azanga te vome to zwa ndambu le temps ba bateau o ezo koma et permettre situation zonga ndenge banda kozala yango na profiter na bele les sous ba gestionnaire ya ba station service il faut vraiment que ça la ordre parce que mutu nzela koti tozo mona mutu aki à se servir mais azangi ndenga ko bima station et créer sous son embouteillage et créer sous ce problème alors que mutu soka koti azui 20 litres na toi azui 30 litres na oza 30 oza babenga 207 ozui 30 litres na yo obimi otikeli ndekwa na sima ai akoti et puis toza ko belela sous to ebi ke batu bazana ba groupe électrogène na bandako bazana besoin akena so ma carburant pour être na groupe mais mutu moko so asombi il y a 25 litres et ko couvrir consommation journalière na c'est suffisant mutu moko akoya na 10 bidons te pour ton disapoir que no bombe pa na alors que tu dis que dans la période où il faut surtout se serrer la coude. D'où le gouvernement, à travers le Premier ministre et puis la ordre chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et des mesures sous sa mine koleka. Parmi les mesures pour alléger le transport. Les lots de transport à Kinshasa a aligné 160 bus. Dans la mesure où les lots de transport ont commis à 260 bus à partir à lobby. Donc il y a 100 bus en plus au ville à Kinshasa pour alléger et effacer le transport. Lobby, tozana réunion makasi na ba technicien. Transco a renforcé sa présence sur les principales voies de circulation, désormais des 60 bus dans la capitale. L'annonce a été faite mercredi par Didier Boudimou, ministre des hydrocarbures congolais, parla au nom du gouvernement et confirmé par Tifti Pamba, directeur général de la société Transco. Il y a bien de véhicules qui ne sont pas approvisionnés. Voilà pourquoi je m'emmène. C'est parce que son Excellence, Monsieur le Président de la République, au chef de l'État, vient d'instruire le ministre des Transports qui m'a enjoint de venir assurer la population quinoise. Selon qu'ils aient leur apaisement parce que j'ai sorti, en plus du nombre de bus que j'exploite au quotidien, j'en ai sorti 100 autres bus qui vont permettre à ce que l'on prenne en charge la population quinoise jusqu'aux dernières heures. Donc il n'y a pas de panique, que tout le monde soit à l'aise. Et par rapport à cela, nous avons même mis de numéros verts qui pourront appeler en cas de problème pour une prise en charge. On peut connaître ces numéros ? Oui, c'est le 085 64 25 372. Le 090 55 26 800. Et enfin, le 085 088 94 118. Ce sont là les 3 numéros mis à la disposition de la population quinoise. En cas de problème, en cas de besoin, ils pourront appeler et puis nous allons intervenir. Plusieurs réunions ont eu lieu le jeudi 8 septembre pour gérer cette crise. Elle implique les dirigeants des Transco, les autorités provinciales et nationales. Mesdames et messieurs, bienvenue à bord. Mesdames et messieurs, bienvenue à bord. Mesdames et messieurs, bienvenue à bord. Voilà, vous avez bel et bien suivi les reportages de la semaine. C'était vraiment catastrophique. Mais aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir pour vous un grand baobab de l'aviation civile en République démocratique du Congo. Avec lui, nous allons décortiquer sur la formation de l'aviation civile à l'Institut supérieur des techniques appliquées, ISTA en sigle. Il sera avec nous ici sur ce plateau, mais avant de le recevoir, nous allons d'abord suivre son portrait. Maire de la province de la Mongala, Eko Kalembi Raphaël est né de l'union de M. Bomwingeanga et de Mme Mongwembu
le 31 décembre 1952. Marié et père de 7 enfants, l'ingénieur Raphaël Ekouka, actuel chef de section d'aviation civile à l'Institut supérieur des techniques appliquées ISTA, a un parcours élogieux. Après l'obtention de son diplôme d'État à l'Athénée de Mbandaka en maths physique, il prend la direction de la capitale Kinshasa pour des études supérieures. Il s'inscrit d'abord à l'Istandolo où, 7 ans après, il décroche 2 diplômes d'ingénieur d'exploitation aéronautique et en aviation civile, section transport aérien. Travailleur hors pair, Raphaël Ekouka empile certificats et brevets dans le domaine de l'aviation civile en RDC. Sa quête du savoir va l'emmener à parfaire son expertise sous d'autres cieux. Première destination, l'Europe de l'Est. L'ingénieur choisit d'abord la Pologne pour se former en aérodynamique et mécanique du vol à l'Institut d'aviation civile de Varsovie. Loin de son Congo natal, Raphaël Ekouka apprend la mécanique des aéronefs, leur fonctionnement, les causes probables des crashs et la problématique liée à l'aérodynamique. Après Varsovie, direction Kiev en Ukraine. Dans ce pays d'Europe de l'Est, Raphaël Ekouka s'inscrit à l'université internationale, toujours dans son domaine de prédilection, à savoir l'aviation. Toujours insatiable du savoir, il va s'envoler pour l'Égypte. Dans ce pays, Raphaël Ekouka apprend le décryptage de la boîte noire des avions. De retour dans son pays, grâce à sa connaissance approfondie du domaine aérien, Raphaël Ekouka sera chargé des enquêtes du secteur du transport aérien en même temps qu'il est nommé directeur adjoint en charge de la navigation aérienne à la Régie des voies aériennes RVA et consultant en aviation civile en RDC. Il est l'encadreur et le formateur de plusieurs contrôleurs de circulation aérienne. De jeunes ingénieurs de la RVA s'appuient également sur lui afin de parfaire leurs connaissances. Ok, c'est monsieur Mboko Osiel Blaise. Je suis étudiant en génie aviation civile, donc en premier génie, ici à l'ISTA. Concernant le professeur Ekouka, je l'ai connu depuis plus de 25 ans. 25 ans parce que j'ai commencé mes études ici à l'ISTA, en préparatoire, et puis après, je suis passé en aviation civile. Et le premier professeur qui m'a épaté, c'est pratiquement le professeur Ekouka. C'est lui pratiquement qui est la charnière, la racine pivotante de la section aviation civile. Et il nous a forgé, et à travers ses cours, à l'instar du cours d'aérodynamique, le cours de mécanique de vol, le cours de qualité de vol, le cours de gestion de compagnie aérienne, et tant d'autres cours. Donc pratiquement c'est quelqu'un qui est, nous on l'appelle maître, c'est lui qui maîtrise très très bien la plupart des cours à caractère aérodynamique, et mécavol et ainsi de suite, tout ça, donc mécanique de vol. Vous savez, en matière d'aviation civile, le professeur Ekouka c'est un grand de la profession, et il est expert à l'aviation civile. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, qui peuvent être exploités par le gouvernement congolais. Il a formé plusieurs étudiants qui sont par-ci par-là aux États-Unis, qui travaillent dans beaucoup de domaines, dans les domaines de l'aviation civile à travers le monde. Donc il serait intéressant que le gouvernement puisse utiliser ses potentialités, ses qualités pour essayer un peu de réveiller l'aviation civile au niveau de notre pays, et imprégner une dynamique nouvelle pour que nous puissions, à travers toutes les recommandations qui nous ont été faites ou bien qui sont faites de temps en temps par l'OACI pour essayer de booster les secteurs d'aviation civile afin de faire sortir celui-ci sur la liste de bannissement de l'Union européenne et de l'OACI. Pour Raphaël Ekouka, le secteur de l'aviation au Congo doit avoir des piliers qualifiés pour assurer un travail de qualité. Voilà, vous avez bel et bien suivi ensemble avec nous, qui nous allons recevoir aujourd'hui. Ingénieur Raphaël Ekouka, il est chef de section en aviation civile. Bonjour ingénieur. Bonjour Madame Patricia. Bienvenue à l'émission. Merci beaucoup. À l'entrée des jeux ingénieurs, pouvez-vous nous parler de l'aéronautique congolaise, aviation civile, je voulais dire, et nous donner son historique? Merci beaucoup. Je vous remercie d'abord pour votre invitation à cette émission. L'aviation civile en RDC n'est pas du tout différente de l'aviation civile partout ailleurs dans le monde.
En fait, c'est un système d'organisation qui s'articule autour de 5 composantes principales. La première composante, c'est l'État, qui est représenté par l'autorité de l'aviation civile. La deuxième composante, ce sont les opérateurs économiques, eux-mêmes les opérateurs du secteur, c'est-à-dire les transporteurs aériens. Donc, quand je parle de l'autorité de l'aviation civile, comprenez, chez nous, nous avons l'AAC, n'est-ce pas? Et les exploitants, ce sont des compagnies aériennes, comme Congo Airways, CAA, Air Katsai et tant d'autres. Ça, c'est la deuxième composante. La troisième composante, ce sont les fournisseurs de services de navigation aérienne. La quatrième composante, ce sont les gestionnaires des aéroports. Au niveau du pays, la fourniture des services de la navigation aérienne et la gestion des aéroports est assumée par un organisme de l'État qui est la RVA. Et la cinquième composante, ce sont les fournisseurs de services de la météorologie aéronautique. Voilà un peu en gros. Et tout ce système-là est chapeauté par le ministère des Transports et Voies de Communication et Développement. Voilà. Ça, un peu, voilà le système de l'aviation civile, en quoi il est constitué. L'historique de l'aviation civile dans notre pays est intimement lié à la colonisation. Les premières expériences, les premières tentatives, c'était déjà vers les années 1916. En ce moment-là, donc la première fois que l'avion est arrivé dans ce pays, c'est vers ces années-là, c'est-à-dire qu'on était en pleine Première Guerre mondiale, excusez-moi, et dans la partie Est, il y avait l'Allemagne qui était du côté de la Tanzanie là-bas et qui faisait la guerre aux Alliés. Alors, ils avaient vraiment un armement très solide, de telle sorte que les Alliés avaient jugé bon de faire venir les hydravions de la Belgique. Ces hydravions sont venus sous forme de caisses, il y en avait 3, et ils se sont accostés au port de Matadi, et de là, ils ont été transportés par route, vous imaginez, par route jusqu'à Kalemi. En 1916. En 1916. Et c'est là que ils ont été rassemblés et les premiers bombardements ont eu lieu sur base de ces hydravions. Et l'essai a été concluant parce que ça avait neutralisé les positions allemandes et même les navires allemands qui étaient sur le lac Tanganyika. Et c'est à partir de là que maintenant l'idée est germée de pouvoir utiliser l'hydravion dans le transport civil. Et c'est comme là, ça. avant, c'était dans les transports militaires. Là, c'était l'armée. Au Tanganyika, c'était l'armée essentiellement. Alors maintenant, après là, on a pensé vraiment à utiliser l'avion à des fins civiles. C'est comme ça qu'il y a eu la première entreprise, si on peut ainsi dire, de transport par hydravion, c'était l'ARA. L'ARA, c'est-à-dire les lignes aériennes Roi Albert. Vous savez, on était à l'époque coloniale. Et cette entreprise avait pour objectif de rallier Kinshasa, Léopoldville à l'époque, à Stanleyville, qui est Kisangani aujourd'hui, par hydravion. Et c'était très laborieux parce que... c'était toujours la compagnie belge. Oui, c'était belge. Les lignes aériennes Royal Albert, là nous sommes autour de 1919-1920. Et... effectivement, les tentatives ont eu lieu. Il y a eu d'abord la liaison Léopoldville-Bolobon, et puis Léopoldville-Gombe, et puis Léopoldville-Koklativille, l'actuelle Mbandaka, et puis Léopoldville-Lissala, au bout de 2 jours, et puis enfin, 3 ans après, Kisangani était atteint au bout de 3 jours, avec plusieurs escales évidemment. Donc là aussi, ça a été une expérience concluante. Et l'hydravion a été vraiment le moyen le plus utilisé parce que le pays offrait ces possibilités. Il y avait le fleuve et ses affluents, plusieurs lacs, donc le déplacement par hydravion ne nécessitait pas d'aménagement de pistes et autre chose. Alors, après là, toujours la colonie a pensé à rallier maintenant Léopoldville à Elisabethville, c'est-à-dire l'actuel Bumbashi.
Voilà. Là, il fallait maintenant laisser les hydravions, il fallait avoir maintenant les avions terrestres. Et là, ça a été une expérience très, très laborieuse. Mais enfin, avec la volonté, il y a eu cette ligne qui a connu plusieurs escales. Vous avez Baningville, vous avez Louébo, vous avez Louloabourg, vous avez jusqu'à Elisabethville. Au bout de 3-4 ans, effectivement, cette liaison a eu lieu. Voilà un peu, c'est ça, un peu l'historique, si vous voulez bien, de l'aviation civile au Congo. Puis il y a eu la Deuxième Guerre mondiale. Je préfère vous signaler que chaque fois, les guerres ont eu un effet, n'est-ce pas, d'impulser une activité nouvelle, le développement de cette activité. Ça, je dois le dire. Surtout les domaines aériens. Dans le domaine aéronautique, effectivement. L'armée utilise pour exploiter. Oui, parce qu'il y a eu un boom après la Deuxième Guerre mondiale, c'est que tous les avions qui étaient utilisés pour le transport des troupes, des matériels, étaient démobilisés. Et après là, donc les avions de grande gabarit, le genre DC-4 et DC-6, quand ces avions étaient démobilisés, le côté civil a pris ça. Et ça a permis non seulement de développer les lignes, mais aussi de construire des aéroports solides et ainsi de suite. Donc, en fait, l'historique de l'aviation civile dans notre pays est intimement liée à celle de la colonisation. En quoi consiste la formation de l'aviation civile à l'ISTA? Bon, la formation civile à l'ISTA, merci madame pour cette question. Vous savez, ce système-là, ce grand système-là, nécessite une technicité, la maîtrise d'une technicité assez élevée. Alors, après l'indépendance, vous vous doutez bien que le personnel expatrié européen était rentré. Et le pays est passé par des moments très, très difficiles. Très difficiles. Et c'est comme ça que l'Organisation de l'aviation civile internationale, l'OACI, a aidé le pays à pouvoir lancer une école qu'on appelait l'Institut de l'aviation civile en 1961. Cette école a fonctionné à l'actuel Athénée de la Gombe. Ils ont fonctionné là. Et puis, par après, on a le PNUD a financé l'actuel domaine que vous avez visité, le domaine de Ndolo. Pas les nouveaux bâtiments faits, mais les anciens bâtiments, tout ça, c'était des bâtiments PNUD. Et c'est là qu'était logé l'institut appelé de l'aviation civile. Évidemment, elle est passée par plusieurs étapes. Il y a le niveau secondaire, et puis le niveau supérieur, et ainsi de suite. Là aussi, il y a eu plusieurs réformes qui ont été faites. Alors, aujourd'hui, parce que vous parlez d'aujourd'hui, la formation, elle consiste à la formation des techniciens supérieurs et des ingénieurs. Il y a deux volets. Les techniciens supérieurs en matière d'exploitation aéronautique, en matière de radionavigation, que nous appelons les systèmes de navigation. Au niveau deuxième cycle, parce que je ramasse le tout, au deuxième cycle, nous avons les ingénieurs d'aviation civile, en exploitation aéronautique, en transport aérien et en système de navigation. Ça, c'est du côté section aviation civile, parce qu'au fait, l'ISTA, c'est un complexe, un grand complexe. Vous avez on commence par l'école secondaire et puis université. École secondaire, humanité et puis université. Bon, actuellement, et c'est vrai, on a une école d'application qui est là, que nous appelons l'ITEMAT, qui est là, où il y a aussi effectivement l'option aviation civile. Mais nous ne recrutons pas exclusivement à partir de là. Ceux qui ont fait les autres humanités techniques sont aussi aptes à pouvoir étudier. Et ils le font très bien. Donc je disais qu'on n'est pas la seule section qui forme, parce que dans la section mécanique qui est aussi à l'ISTA, vous avez effectivement les mécaniciens d'aviation qui sont formés. Okay. Vous avez la section météorologie qui est là, qui forme aussi les prévisionnistes, qui sont, comme je l'ai dit là dans le début, qui sont aussi un maillon très important pour l'aviation civile. Donc l'ISTA, c'est vraiment un peu un noyau de formation en aviation civile. Donc les gens que nous formons là, dans cette section, sont aptes
à assumer des charges de l'aviation civile vraiment dans une large échelle. Par exemple, ça peut partir des contrôleurs de la circulation aérienne, des gestionnaires des aéroports, des gestionnaires de compagnies, des agents techniques d'exploitation. Tout ça sont des corps de métiers spécialisés. Et également des techniciens pour la maintenance des équipements radioélectriques. Parce que pour communiquer, pour permettre aux avions de naviguer, ils ont besoin des instruments. Et ce personnel-là que nous appelons de la radionavigation, ce sont ces techniciens-là, ce sont le personnel électronique, électroniciens que nous formons, n'est-ce pas, pour l'installation, la mise en œuvre et la maintenance de tous ces équipements-là. Voilà un peu en gros, hein, sans entrer dans les détails, en quoi consiste la formation. C'est vrai que ceux qui terminent à l'aviation, maintenant ils ont l'aptitude de faire le pilotage. Mais le pilotage n'est pas chez vous. Non, mais il y a ailleurs. Ailleurs, ceux qui font ceux qui terminent, ils vont en Afrique du Sud, aux États-Unis, en Europe, un peu partout. Et je peux vous signaler, madame, que, par exemple, bon, je ne vais pas citer un nom parce que c'est une personne bien connue au pays, il est allé aux États-Unis faire les études, mais il a épaté tellement les profs là-bas qu'il y a un conseil. Ils ont dit, mais où est-ce que tu as étudié? Il a dit, j'ai étudié au Zaïre à l'époque. Ils ont dit, bon, on va te tester maintenant celui-là, les connaître. Parce qu'il était là, il était vraiment très apte et les profs étaient étonnés. Il y a eu un conseil, ils ont statué, ils ont interrogé sur le cours théorique, il les a épatés et ils ont pris la décision tout simplement qu'ils passent au training, c'est-à-dire l'aspect cours théorique. Ils l'ont laissé, vous savez, c'est un gain en temps et en argent. Il est passé directement au training et il a eu sa licence de pilote de ligne en très peu de temps. Et depuis lors, cette école-là nous a écrit pour dire que, écoutez, s'il y a quelqu'un qui vient ici, et que vous nous signez, n'est-ce pas, qu'il vient de chez vous, on le prendra et on va le dispenser de cours théoriques parce que... Et depuis lors, il y a eu 2 autres qui ont suivi et ça a été fait de cette façon-là. Voilà, nous sommes en train de bien vous suivre, hein, professeur, par rapport à la formation à l'ISTA. Mais l'ISTA, c'est une institution qui forme vraiment les ingénieurs. Mais dans ces pays, rien ne marche. Il y a plusieurs compagnies privées, il n'y a pas vraiment de grandes institutions, donc que je peux dire que les étudiants de l'ISTA peuvent aller travailler. C'est seulement, je peux dire, actuellement c'est la RVA que les étudiants peuvent travailler. Et comment vous faites pour gérer cette section qui est si stratégique, moi je peux appeler? Bon, merci beaucoup. Je vais répondre à cette question-là après, mais j'aimerais quand même vous apaiser pour dire que ceux qui sont formés chez nous, ils trouvent effectivement leur place au sein du système de l'aviation civile. Parce qu'il n'y a pas que la RVA. Vous avez, depuis déjà l'époque de Air Congo, hein, je peux vous citer des grandes personnalités qui étaient là, directeur des opérations, directeur de la navigation, ainsi de suite. C'était des produits de l'ISTA. Ok. Et aujourd'hui, ça, vous êtes de ce pays, vous pouvez approcher la compagnie nationale Congo Airways, la compagnie CAA, Air Kassai, ils vous diront que ceux qui tiennent, en tout cas les commandes là, du point de vue de gestion opérationnelle, ce sont les anciens de l'ISTA. Je peux vous dire aussi que j'étais agréablement surpris à 2 reprises. On était en mission ici à Brazzaville. La SECNA nous avait invités, nous sommes allés là-bas. J'ai été étonné quand les anciens de l'ISTA ont appris que j'étais là. Ils ont organisé une réception, mais j'étais étonné parce que pratiquement tous les chefs d'escale des compagnies africaines qui sont là, qui arrivent là-bas, Air Côte d'Ivoire et tout ça là, c'était des anciens de l'ISTA, mais ça m'a agréablement surpris. Alors qu'est-ce que nous faisons? Vous avez raison de poser cette question parce que effectivement il y a beaucoup de contraintes à former dans ce pays, mais il y a une motivation, madame. C'est que nous sommes
tous des consommateurs de ce produit appelé l'avion. Et quand je prends place à bord d'un avion pour voyager, ce n'est pas pour mourir. OK? Ouais. Et quand je suis sûr que j'ai formé des gens qui ne sont pas à la hauteur, je ne serai pas à l'aise à bord de cet avion, ni de suivre les commandes. Donc, le premier élément, c'est cette motivation-là, qui fait qu'on doit tenir bon. Parce que sinon, eh bien, ce pays, c'est grâce à l'avion qu'il tient. Hein. Vous voyez les distances qui sont là. Et c'est en même temps un appel que nous lançons au niveau du pays, que les autorités pensent vraiment à ça. Mais sinon, qu'est-ce que nous faisons? D'abord, au niveau de la section, peu importe le diplôme que quelqu'un peut avoir, nous lui demandons d'abord d'aller en exploitation. Okay. D'aller faire une expérience en exploitation. Et de nous ramener des licences en exploitation. Là, il a vécu la réalité, il a vécu les réalités. Et vous allez, tout à l'heure, là, je crois, en échange, vous m'aviez dit que, enfin, tout à l'heure, vous aviez introduit les enquêtes d'accident, peut-être qu'on va arriver là-dedans. Et on a vu ces cas de crash sur lesquels on a enquêté, ben, ça vous travaille en esprit. Qu'est-ce que j'aurais pu faire pour éviter ceci en tant que formateur? Et ça nous aide à aller de l'avant. Mais les contraintes, il y en a, mais malgré tout, on essaie de faire ce qu'on peut. Les étudiants de l'extérieur expatriés de différents pays venaient suivre la formation à l'ISTA. Qu'en est-il aujourd'hui? Ce sont des conditions qui manquent ou bien la formation? Merci beaucoup, Madame Patricia. Vous avez raison. Effectivement, on était le fleuron vraiment de la formation en Afrique centrale. Nous étions. Vers les années 73 jusque... Alors, on a formé, l'ISTA a formé beaucoup d'Angolais, beaucoup de Gabonais, les Congolais, Brazzaville, n'en parlons pas, les Rwandais, les Burundais, les Camerounais, jusqu'aux Nigériens. Ils étaient formés ici, à l'ISTA. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu? Bien, il y a eu des faits nouveaux. Premièrement, la SECNA a... la SECNA, c'est quoi? La SECNA, c'est l'agence de la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, qui regroupe pratiquement les anciennes colonies françaises. Ils ont créé une école, leur propre école, d'abord en Vengue, au Gabon. Et il faut dire que ça nous a coupé un peu de l'herbe sous les pieds. Mais malgré tout, leurs étudiants venaient, quelques étudiants venaient. Ensuite, ils ont créé une autre école appelée EAMAC au Niger. Et là, ça fait que, effectivement, c'est normal que leurs étudiants étaient orientés là-bas. Malgré tout cela, nous avons continué quand même à recevoir les Congolais de Brazzaville et les Angolais. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est un peu dur à parler, mais il y a des événements au Congo-Brazzaville. On a appris que les Congolais étaient... les nôtres là étaient malmenés, tout ça, vous savez, il y a quelques années. Et cela a fait que les étudiants de Congolais d'en face qui étaient ici se sont sentis en insécurité avec ça. Ouais. Se sont sentis en insécurité et puis ils ont... en tout cas, ils sont repartis. Ils sont repartis. Et depuis, ça, il n'y a pas tellement longtemps, et depuis, ils ne sont pas revenus, malheureusement. Bon, ce sont vraiment des conditions un peu indépendantes de la section. J'aurais bien voulu continuer à encadrer ces jeunes gens. Voilà un peu en gros ce qui s'est passé. Il y a eu entre-temps les Angolais qui ont orienté leur formation vers les pays anglophones, c'est-à-dire en Afrique du Sud. Les Rwandais aussi, et même les Burundais, ils ont orienté leur formation du côté de Nairobi, qui a aussi un centre, et puis de l'Afrique du Sud. Voilà un peu ce que je sais.
Voilà, nous allons essayer de descendre là où vous enseignez. Quand même, les étudiants prennent leur pratique par rapport à l'aviation civile. Nous allons demander à la régie de nous amener là où vous pratiquez avec les étudiants. Là, je demande à Béni de nous ramener à l'ISTA. Ok, nous sommes là dans la salle de simulation de travaux pratiques de contrôle de la circulation aérienne. Nous avons fait deux systèmes que nous utilisons pour le moment. Là, c'est l'ancien système où on simulait le contrôle du trafic d'aérodrome à partir de la piste de Gilles. Nous l'avons simulé sur cette table. Et généralement, il y a deux types de contrôle que nous faisons. Vous avez là la tour de contrôle, comme on le dit, c'est-à-dire que si on enlève ce tableau, l'étudiant qui est là, il passe le contrôle, il a une visibilité sur tout ce qui est ici. Et il peut diriger les avions qui sont là. Il y a un autre local qui est là, qu'on appelle le contrôle d'approche. Là, il n'a pas de contact avec ce qui se passe ici, mais il lit le tout à partir des cartes et des fiches de progression de vol. C'est par là qu'il va donner les... Et là, le champ ne se limite pas ici. C'est... bon, les cartes, vous les avez là. C'est ce qu'on appelle la TMA, d'une manière générale. Donc, c'est là l'ancien système que nous utilisons. Aujourd'hui, grâce au financement de la Banque mondiale, nous avons acquis ce matériel que vous voyez là-bas, qui est le même là derrière. En fait, c'est vraiment pour nous un matériel très important. Ce sont les simulateurs de contrôle de la circulation aérienne. C'est-à-dire, pour ici par exemple, on devrait nous-mêmes confectionner des exercices, c'est-à-dire le type d'avion, leur vitesse, et ceci, cela. Là, on monte les exercices avec les données qui sont incorporées. Et dès qu'on allume ça, l'instructeur il simule. Vous avez ici où on avait la possibilité simplement de traiter un seul étudiant à la fois. Mais là, nous avons la possibilité d'avoir 3 étudiants. Chacun, on lui donne son trafic à lui. Et qui dit formation de contrôle dit également les pilotes. Et là derrière, ici là, vous avez les positions pilotes, n'est-ce pas, qui communiquent avec ceux qui font, parce que ceux-là, ils leur donnent des instructions de bouger, de faire ceci, de faire cela. Alors les pilotes, ils simulent ce mouvement-là à partir de là. Et quand le pilote exécute ce mouvement-là, là aussi ils voient, ils sont en train de suivre, de voir si le pilote a respecté ça, oui ou non. Voilà en gros le matériel très important que nous avons, que l'ISTA a acquis sous financement de la Banque mondiale. Nous n'avons pas le matériel ne s'arrête pas là. Vous avez là un véritable simulateur de vol. Ici, les autres, je vous ai dit, ce sont les simulateurs de contrôle, mais là, c'est un simulateur de vol. C'est-à-dire que vous pouvez, ça c'est dans le cadre de... il faut que je précise d'abord. Les simulateurs de contrôle, c'est dans le cadre des travaux pratiques de la circulation aérienne. Un coup très important, ce qui nous concerne. Tandis que celui-là, le simulateur de vol, c'est dans le cours des travaux pratiques des opérations aériennes. Et même de l'aérodynamique et des autres cours également. N'est-ce pas là, vous donnez un certain nombre de paramètres, ainsi de suite, et vous faites voler votre avion sur simulateur suivant les bases de calcul de vos éléments. Je vous informe qu'il peut également aider à la formation des futurs pilotes que nous ne formons pas ici chez nous, à la section. À côté de ça, vous avez un autre simulateur, parce que les avions ne peuvent pas voler sans instruments. Et là, vous avez un simulateur radar que nous avons acquis aussi
dans le cadre du financement, du même financement. Donc, pratiquement ce local pour nous, c'est un centre aéronautique complet, n'est-ce pas, que nous avons. Voilà un peu en gros ce qui se fait dans ce local ici. Et avec ceci, nous ne sommes pas très loin de ce qui se fait ailleurs. J'ai voyagé dans le monde, des écoles au Canada, en Europe, en Égypte dernièrement, j'y étais. Il y a des petites différences, c'est-à-dire qu'ici nous sommes dans les 2 dimensions. Vous avez d'autres simulateurs à 3 dimensions où peuvent simuler même les conditions atmosphériques. Ici, nous n'avons pas cette possibilité, mais la base, c'est ce que nous avons, de manière générale. Voilà. Donc, pendant que les 3 concernés travaillent là, et les 3 autres simulent le pilote, ben, les autres peuvent être assis ici et ils sont en train de suivre ce que les amis font. Et généralement, la position que vous voyez là-bas, la position pilote, ce n'est pas tellement les étudiants, ce sont les instructeurs qui jouent ce rôle-là. Voilà donc en gros là où se fait la formation pratique de jeunes gens. Donc, ici, en gros, c'est pour les futurs contrôleurs de la circulation aérienne. Ce matériel-là, c'est pour les futurs agents des ce qu'on appelle les dispatchers, donc les gens qui établissent, qui élaborent des plans de vol opérationnels des avions, c'est-à-dire ceux qui travaillent auprès de compagnies, qui sont les deux grandes catégories. Et tandis que ce matériel, essentiellement pour ceux qui font les systèmes de navigation, qui sont les 3 options que nous avons ici. Nous avons donc l'option exploitation, transport aérien et système de navigation. Ce sont les techniciens, n'est-ce pas, les techniciens dont la spécialité, ce sont les équipements de navigation, de communication, navigation et surveillance. Voilà, d'une manière vraiment ramassée, ce que nous pouvons dire, l'activité principale qui se passe dans cette salle. Elle est très importante pour nous. Voilà, vous avez quand même suivi, hein, monsieur le professeur, vous avez suivi. La RDC est restée longtemps. On vous a bel et bien suivi quand vous enseignez, comment vous expliquez. Mais avec tout ce que vous enseignez, la RDC est restée longtemps la liste noire. Quelles sont les causes et les raisons que nous soyons sur la blacklist? Merci Madame Patricia. Parler que le pays est sur la liste noire, c'est pas tellement exact. Ce sont des compagnies aériennes. Au fait, c'est une notion qui a été instituée par l'Union européenne, d'abord, à l'endroit des compagnies qui ne remplissent pas les normes de sécurité d'après eux. C'est-à-dire que les conditions, c'est que lorsqu'un avion arrive, on fait une inspection, l'aviation civile de ce pays fait une inspection, et lorsqu'on trouve un certain nombre de carences et qui se répètent, eh bien, on classe cette compagnie-là sur la liste dite noire. Là où ça touche le pays, c'est quoi? C'est que c'est l'administration, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'autorité de supervision du pays, c'est-à-dire l'autorité de l'aviation civile du pays. Maintenant, on dit, mais si cette compagnie a des carences comme ça, c'est qu'elle n'est pas supervisée correctement au niveau de ce pays-là. Et donc, là maintenant, c'est l'aspect OACI. Quand l'OACI vient et il fait des inspections, parce que maintenant, là, je vous informe que il y a un audit qui est dans nos murs aujourd'hui, pendant que nous faisons cette émission. Alors là, lorsque maintenant il y a des carences, effectivement, et alors là, ça confirme maintenant ce que les autres ont dit,
Et c'est ce qui fait que les gens ont tendance à dire que c'est le pays. Mais la liste noire, c'est essentiellement des compagnies aériennes. Des compagnies aériennes. Mais ça touche le pays parce que l'autorité de supervision manifeste des carences, ainsi de suite. Voilà, nous allons demander au directeur général des Congo Airways de se justifier parce que ce sont des compagnies aériennes. Là, ce n'est pas la question de votre juridiction. Alors, à ce jour, quelle technologie on peut utiliser pour la navigation aérienne? Merci beaucoup. La navigation aérienne, c'est parmi les domaines qui ont connu une grande évolution sur le plan de la technologie. Je vais dire d'abord du point de vue de l'équipement, à ce jour, l'équipement qui est le plus, qui est le fleuron, c'est le GPS, le Global Positioning System. En fait, il nous permet, il permet aux avions d'être pratiquement indépendants des aides radio au sol. Parce que là, c'est une constellation de satellites qui sont placés dans l'espace et qui permet par des techniques un peu compliquées là, de navigation à positionner l'avion. Donc l'avion peut se positionner par rapport à ces satellites-là et savoir, voilà, je me trouve à tel endroit, à telle vitesse, ainsi de suite. Ça, c'est vraiment le fleuron. Et à côté de ça, vous avez les équipements de navigation classiques, n'est-ce pas, à l'aide des aides radioélectriques, le vol, ainsi de suite, ainsi de suite. Et partant justement de GPS, il y a eu d'autres techniques qui ont vu le jour, ce qu'on appelle la PBN, parce que moi le terme c'est un peu brutal. Oui, la PBN, ça, en français vulgaire. C'est-à-dire que la navigation basée sur les performances. Voilà, en termes un peu simples, parce que c'est anglais. C'est la navigation basée sur les performances. Et là aussi, ça tire son origine à partir de GPS. Évidemment, une technologie aussi qui nécessite ce que nous appelons la détermination des points géodésiques, et ainsi de suite. Bon, là, c'est un peu compliqué, mais du moins, là, ce sont ces technologies-là qui sont à bord. Maintenant, au niveau des centres de contrôle au sol, ben, vous avez effectivement d'autres équipements en vogue actuellement. Par exemple, vous avez l'ADSB, les radars, n'est-ce pas, qui aident maintenant le contrôleur à visualiser le trafic et à donner les instructions qu'il faut. Voilà un peu en gros, mais sinon, il y en a beaucoup. Est-ce que le Congo peut être rassuré qu'un jour la RDC peuvent, à l'aide de l'ISTA, fabriquer aussi leurs aéronefs, leurs premiers aéronefs? Est-ce qu'on peut aussi espérer? On a vu quand même une dame de l'ISTA, produit de l'ISTA, qui a au moins fabriqué un robot. Est-ce qu'on peut aussi espérer qu'un jour, les étudiants de la RDC en aviation civile peuvent aussi fabriquer un petit avion qui peut essayer de s'envoler, ou bien ça nécessite du matériel? Non, merci beaucoup, Madame Patricia. Le petit avion, comme vous le dites là, quand vous allez dans d'autres pays, ça se fabrique dans des ateliers. Hein. Ce sont les simples ateliers qui fabriquent ces avions. Question de respecter et de connaître toutes ces lois de l'aérodynamique qui sont là et de respecter aussi les normes de sécurité. C'est possible. Ce n'est pas du tout. J'ai assisté moi-même à ces fabriques. Ce sont des petites fabriques de rien du tout. OK, qui le font, évidemment. Les moteurs, ils ne fabriquent pas les moteurs, il faut les prendre. Même tous ces fabricants que vous avez des grands avions, non, les moteurs, ce n'est pas eux qui fabriquent. C'est les fabricants, ce qu'on appelle les motoristes, sont ailleurs. Mais la coque, comme on peut le dire, si, on peut le faire. On peut le faire. Mais le problème maintenant, c'est qu'à quel coût?
Vous comprenez? Vous le faites à quel coût? Et au moment où vous pouvez en acheter, par exemple, au tiers de prix, vous le faites pour peut-être le vendre à 3 fois plus, ben vous ne trouverez vraiment pas du tout des gens qui vont le faire. Donc techniquement, c'est possible. Mais économiquement, ça sera difficile à justifier. Prof, ça c'est une question que moi je vais poser moi-même. La matière dont on fabrique l'avion, c'est quel genre de matière qui fait que lorsque l'avion tombe et ça prend directement le fil? Voilà. Ça c'est une question de curiosité. Merci beaucoup. L'avion répond à un principe, c'est que c'est un engin qui doit voler. Et comme il doit voler, il doit être le plus léger possible. Ok? Et si vous voyez bien, le matériau le plus léger possible que nous avons trouvé jusqu'à présent, c'était l'aluminium. Ok? C'est comme ça que le revêtement, c'est en aluminium. Ça, c'est un. De deux, pourquoi ça brûle si facilement? Eh bien, vous avez des quantités de litres. Ce sont des dizaines de milliers de litres que vous avez à bord. Pour qu'un avion puisse faire un trajet, eh bien, ce sont des milliers, des dizaines de milliers de litres qui sont là. Et lorsque il y a impact avec le sol, c'est tout à fait normal que cela puisse brûler ainsi. Comment faire de l'aviation civile un facteur d'intégration nationale au regard de l'immensité en notre territoire de la République? Bon, l'aviation civile, non simplement intégration nationale, mais même un facteur de développement du pays. Comment faire? Ben, la première chose, il faut une très bonne organisation. Ça, c'est le maître mot. Madame, ce qu'il faut retenir, c'est ceci. Toute décision, tout investissement que vous prenez dans le domaine de l'aviation civile, sachez que ça intéresse l'avenir. C'est-à-dire un investissement que nous faisons aujourd'hui, c'est pour les 10 ans, 15 ans, 20 ans à venir. Et quand vous le faites, tenez compte de l'évolution de la population, de mœurs et de la technologie après ce temps-là. Quand vous faites votre investissement dans ce domaine, vous prenez une décision dans le domaine de l'aviation civile, sachez que cela va impacter aujourd'hui et demain. Aujourd'hui comment et demain comment? Aujourd'hui, c'est-à-dire que, par exemple, je prends un exemple tout à fait simple. Vous voulez agrandir une piste pour recevoir par exemple, on a trouvé que la piste est assez courte, il faut l'agrandir pour qu'il y ait beaucoup de passagers qui puissent venir. La tendance, c'est quoi? Avec les moyens de bord, on essaie d'aménager quelque chose, ainsi de suite. Mais cet aménagement-là qu'on va faire, prenez Njili ici, il a été construit en 1952, 53. Il continue à tenir. Pourquoi? Parce que depuis la construction de Njili, là, il y avait les DC-8 et les DC-6. Aujourd'hui, Njili reçoit les Boeing 747-800, qui sont de très loin performants. Donc, en gros, les gens de cette époque-là avaient vu loin. Voilà le maître mot dans ce domaine. Lorsque nous prenons des décisions, lorsque nous définissons les procédures, les services, ainsi de suite, nous le faisons pour résoudre les problèmes d'aujourd'hui, mais pas de demain. Mais malheureusement pas de demain. Et il nous arrive souvent qu'on prend des décisions qui sont bonnes, et ainsi de suite, mais on va se retrouver face au béton l'année suivante. Qu'est-ce qu'il faut faire? Faut-il casser, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ça, c'est mon expérience personnelle dans la gestion de l'aviation civile dans ce pays. Et lorsque on prend des décisions, je crois que il est bon que tous les acteurs concernés y ait concertation, puisqu'il y a échange. Des concertations sérieuses.
Bien sûr, j'ai dit les experts qui sont dans le domaine, qui puissent chacun dire, écoutez, ça c'est bien, mais voilà ce qui peut arriver. Alors qu'on intègre tous ces éléments-là, c'est alors qu'on va avoir une moule qui nous permettra d'avoir des solutions durables. Ça, c'est mon point de vue. Vous êtes expert en aviation civile. Aujourd'hui, nous connaissons nous tous, on est né à Kinshasa. La RDC a perdu de milliers de personnes au marché Ziguida. Chipka, crash, il y avait tant de morts, de blessés. Il y a des gens jusqu'aujourd'hui ont seulement un seul bras plutôt par rapport à cette crash-là que Chipka a fait là-bas au niveau des Ziguida. Aujourd'hui, il y a des stations-service, il y a des marchés à reconstruction, il y a des femmes qui vendent là-bas dehors. Quelle est votre recommandation à ce stade-là? Le marché n'est pas encore occupé, c'est pré-occupé, mais les stations-service fonctionnent comme d'habitude. Il y a des banques qui sont construites. Et qu'est-ce que vous pouvez recommander étant expert en aviation civile? Merci madame. Là, cette question, vous ne savez pas comment je ressens ça. C'est pénible. C'est pénible de voir que les choses se passent comme ça. Je vous signale que ce pays a connu beaucoup de crashs d'avions. Et Dieu nous a fait grâce de participer à des enquêtes parmi beaucoup. D'une manière générale, il n'y a pas que Tipka. Dans le pays, vous avez Goma, vous avez Kisangani, vous avez. Le problème, c'est que nous ne tirons pas des leçons. L'aviation civile tire des leçons, mais au plan politique, au plan administratif, nous ne tirons pas des leçons de cela. Et c'est un éternel recommencement. Pour parler de Tipka tel que vous le dites là, je suis arrivé sur les lieux, j'étais au bureau à la RVA. Je suis arrivé sur les lieux, je crois, 2-3 minutes après. Il y avait encore des plaies qui étaient béantes. Nos compatriotes sont morts. Plus de 300. Là, dans ce crash. Simplement parce qu'on n'a pas respecté les normes de l'aviation civile internationale, qui interdit les agglomérations à des prolongements de pistes. Malheureusement, c'est ça. Si on avait respecté, on n'allait pas mettre un marché là. Parce que les avions, on prévoit ce que nous appelons le cas de sortie éventuelle. D'ailleurs, cette partie-là, dans l'ancienne TLC, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le stop-way, un prolongement d'arrêt. Donc, vous voyez, il y a un macadam là. C'était prévu comme prolongement d'arrêt. Donc, on ne devrait pas installer un marché là-bas. Malheureusement, le non-respect des normes a fait qu'on a installé le marché et les gens sont morts. Sans tirer des leçons de cela, aujourd'hui, vous avez des immeubles, des stations-service qui sont là. Ça fait mal, madame. Vous savez, vous avez cité dans votre reportage là sur ma personne, j'ai été à Moscou pour cette enquête. Vous savez, on était là, l'OACI était représenté. Les gens nous ont posé, comment se fait-il qu'il y ait autant de gens sur un prolongement d'arrêt? Je vous jure. À cette question-là, on n'a pas pu répondre. On ne pouvait pas répondre. On s'est tué. Et aujourd'hui, sans tirer de leçons, il y a ce que vous dites là, je suis simplement peiné. Je suis simplement peiné parce que, excusez-moi de dire ça, nous n'avons même pas le respect du sang de nos frères, de nos compatriotes qui sont morts là. Vous prenez aujourd'hui aux États-Unis les immeubles, les jumelles, là où qui ont connu un coup dur, n'est-ce pas? C'est à Manhattan, hein, où le mètre carré coûte des millions. Mais les Américains se sont interdits de reconstruire.
un mémorial pour les personnes qui sont décédées. Et en souvenir de cela, on ne peut pas, ils se sont interdits. Est-ce que chez nous, on ne peut pas, en souvenir de 300, plus de 300 de nos compatriotes qui sont morts, on ne devrait pas. Et entre-temps, ceux qui sont là, ils s'exposent. Bien sûr, on a dit, mais les avions vont décoller maintenant de l'autre côté. Mais ça reste un intérêt d'aviation. Un avion qui atterrit, qui atterrit dans l'autre, qui rate son atterrissage. Il ira où? Donc, c'est dommage, bon, mais je parle avec beaucoup de peine. Surtout quand on nous a posé cette question à Moscou. Comment vous êtes arrangé à avoir des rassemblements des gens importants là en bout de piste? On n'avait pas de réponse. C'est déplorable. Voilà un peu, c'est avec beaucoup de peine que je réponds à cette question. Et avec beaucoup de peine aussi que je constate que on a refait ce marché-là et de quelle manière encore. Si on peut, vraiment si on peut. Et ce n'est pas l'unique cas. Quand vous allez à Chikapa, vous voyez comment la population se rapproche de la piste. À Goma, n'en parlons pas. Partout ailleurs. J'étais à quelques années à Bukavu. Kavumu était très loin. Mais maintenant, Kavumu est devenu une cité. Les gens se sont encore rapprochés de la piste. Mais on dirait qu'on ne tire pas des leçons de tout ceci. On dirait. Voilà, prof, on est à la fin de cette émission d'aujourd'hui. C'est une émission qui a été recommandée par le directeur général de l'Institut supérieur des techniques appliquées, qui je remercie. Je dis un grand merci pour la réponse à notre invitation. Je vous remercie aussi, prof, pour être présent à cette émission. Votre mot de la fin. Merci Madame Patricia, vraiment, je devrais vraiment vous remercier remercier le DG de l'ISTA d'abord pour avoir désigné ma modeste cette personne à le représenter à cette émission. Je vous remercie aussi, ainsi que toute l'organisation que vous avez. Le mot de la fin est celui-ci. Tous les pays qui ont réussi dans le domaine de l'aviation civile n'ont pas fait de la magie. Simplement, ils ont réfléchi et ils ont mis en place une organisation conséquente. C'est-à-dire que dans la vie, il ne faut pas demander quelque chose et son contraire. Parce que vous avez dit, là, dans votre introduction, qu'il y a des défis qui attendent le domaine. Vous savez, au début de l'aviation, on améliorait le système à partir des résultats des enquêtes. Quand il y a crash, on va, on trouve les causes, on dit, ok, allez, les mêmes causes produisent les mêmes effets, alors il faut améliorer ici, il faut améliorer ici. C'est ce que nous appelons la méthode réactive. Aujourd'hui, l'aviation civile internationale ne se base plus uniquement sur cette méthode-là, bien qu'elle soit utilisée. On est allé plus loin. Il y a la méthode proactive et la méthode prédictive. C'est très profond, ces méthodes-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'avion fonctionne pendant que le système, l'aide à la navigation travaille, tout travaille très bien. Mais les gens étudient avec un tel fonctionnement, avec de telles contraintes. Qu'est-ce qui peut arriver à ceci? Et on détecte des failles avant que ces failles-là aient produit des effets. Et on arrange la chose. Ils sont encore allés plus loin maintenant. Ils ont dit non, on ne va pas, c'est limité à analyser. Il faut maintenant voir dans les procédures que nous élaborons. Quelles sont les faiblesses qui sont dans cette procédure-là? Donc avant même que nous puissions entrer dans le système, les procédures elles-mêmes.
Et on arrange ça. On dit non, avec ça, on prend des mesures, ce qu'on appelle des protections anticipativement. Donc, alors, quand vous voyez les autres en train de travailler comme ça, de réfléchir comme ça, et que nous sommes encore dans la gestion au quotidien, ça devrait nous interpeller. Voilà. Ça devrait nous interpeller. Parce que nous devrions être là, à ce niveau. Et ça ne demande pas beaucoup de choses, ça demande juste une organisation. Juste une organisation d'abord et la volonté pour pouvoir peut-être pas atteindre ce niveau-là, mais ne pas être trop distancé. Voilà un peu mon dernier mot, une organisation, n'est-ce pas, tenant compte du fait que nous ne sommes pas les premiers dans ce domaine et nous devons regarder ce que les autres font et faire de la même chose. Simplement ça. Voilà, prof. On me signale déjà, on est à la fin de cette émission. Nous serons très ravis de vous recevoir encore pour la deuxième fois, pour donner toujours votre expertise, comme vous le faites, à la population et à l'ISTA et aux parents qui leur envoient à l'école pour venir être formés dans votre domaine. Nous vous remercions. Merci, Madame Patricia. Voilà, mesdames et messieurs, c'est par là que nous mettons terme pour aujourd'hui. Nous avons été très édifiés par rapport à la matière que le professeur nous a fournie. Restez branchés sur nos antennes. Je vous retrouve la semaine prochaine avec un autre numéro très édifiant. Au revoir. Mesdames et messieurs, bienvenue à bord. Mesdames et messieurs, bienvenue à bord.